Bonjour à tous, merci d'être avec nous pour cet atelier de travail consacré à la performance du bloc opératoire et en particulier aux trois indicateurs clés à suivre pour comprendre en quelques minutes où sont les leviers d'amélioration et les décisions à prendre. Je suis Charles Chauvin, directeur commercial d'Atamento. J'ai à mon actif des centaines d'entretiens avec des blocs opératoires et j'ai pu faire le constat que malheureusement, très peu d'établissements arrivent à améliorer l'organisation du plateau technique malgré une production d'indicateurs. On va passer environ 1 heure ensemble pour clarifier les éléments indispensables à regarder, pour poser un diagnostic juste, pour diffuser l'information dans le but de rythmer la prise de décision. Aujourd'hui, l'idée, ce n'est pas de survoler une ribambelle d'indicateurs, mais d'avoir une vraie séance de travail qui va vous permettre de mieux utiliser et de mieux communiquer les indicateurs que vous produisez chaque mois, ou mieux, chaque semaine, concernant votre bloc opératoire. On va reprendre quelques bases de définition qui changent finalement tout sur la grille de lecture que l'on aura du bloc. Le but, c'est qu'on ressorte tous avec une vision plus claire de ce qui pose problème aujourd'hui sur la construction et la consommation de vos données et de pouvoir retranscrire cela dès la sortie de cet atelier. Faisons rapidement un état de la situation de nos blocs opératoires en France. On rencontre souvent 4 types de situations. Des indicateurs faux qui ne sont pas acceptés et qui empêchent toute prise de décision. Des indicateurs qui ne sont pas utilisés car produits trop tardivement, sans mise en perspective et sans objectif et cible en face. Des indicateurs consommés par 3 acteurs principaux au bloc et incompris par les équipes du bloc. Et enfin, des indicateurs qui n'évoluent pas. En résumé, vous vous enquiquinez tous à prendre du temps à faire les indicateurs pour rien. Et donc, ils se retrouvent inutiles. Pourquoi inutiles? Parce que concrètement, vous n'arrivez pas à retenir vos équipes paramédicales, vous n'arrivez pas à augmenter votre volume de prise en charge de patients, vous n'arrivez pas à avoir un climat apaisé au bloc, et vous n'arrivez pas à créer de l'énergie pour mobiliser les acteurs. Datamento anime différents benchmarks et à l'issue de ces missions, nous avons pu faire le constat qu'un bloc opératoire moyen, qui se composerait de 8000 à 10 000 interventions par an, représente 1320 heures de vacations vides, 583 heures de démarrage tardif, 1584 heures de fin précoce et 968 heures de débordement. Chez vous, ça peut être plus, ça peut être moins, c'est un chiffre moyen. On met ça en perspective du coût d'un bloc opératoire. Une heure de bloc coûte environ 300 euros. Et on ne parle pas de chiffre d'affaires médical auquel on pourrait ajouter la somme. Aujourd'hui, vous pouvez légitimement espérer produire une intervention par jour en plus et par vacation. Et ça change tout dans un contexte où l'hôpital n'a plus d'argent pour financer ses équipes, ses plateaux, ses matériels. Rentrons dans le cœur de l'atelier. On va faire quelque chose de simple aujourd'hui, se mettre d'accord. Parce qu'au bloc, le vrai drame, ce n'est pas on n'a pas d'indicateur. C'est on a des indicateurs, mais personne n'y croit. Et quand personne n'y croit, aucune décision n'avance. Donc on va sécuriser deux choses, les mots et la fiabilité. Combien êtes-vous à produire chaque mois des indicateurs pour décorer? Combien êtes-vous à passer 1 heure ou plus en conseil de bloc à justifier ou expliquer vos chiffres pour rien? Combien êtes-vous à constater un manque de décision malgré votre implication et le soin que vous mettez à produire de la data? Commençons par le TVO, temps de vacation offert. On ne devrait même pas avoir de débat sur ce terme. Et pourtant, cette notion est mal née. On est sur un terme d'ingénieur qui dévoie finalement beaucoup le sens qu'il devrait porter. Une vacation, ce n'est pas juste un créneau attribué à un chirurgien. Derrière le mot vacation, il y a surtout une capacité engagée, une équipe mobilisée, une salle ouverte et opérationnelle, et un environnement matériel prêt. Donc, quand on parle d'indicateur en vacation, on parle d'une capacité réellement mise à disposition sur une fenêtre donnée. La vacation, ce n'est pas juste une durée sur un planning. C'est une organisation, des hommes et des femmes donc, pas des chiffres ou des pions, disponibles pour prendre en charge les patients. Si on regarde la notion de vacation comme une notion RH, comme une somme d'humains prêts à accomplir une tâche collective, et non pas comme une durée sur un planning, on va déjà dans le bon sens. Car quand on parle de débordement de vacation, par exemple, on altère la portée de ce dysfonctionnement. Un débordement de vacation, c'est généralement vu comme un planning, une vue informatique donc, qui s'allonge. Et puis c'est tout. Mais en fait non, c'est tout sauf ça. Un débordement, c'est un temps humain, une contrainte d'immobilisation que l'on impose à des hommes et des femmes qui normalement avaient prévu d'être ailleurs. On ne voit ça que dans la santé. Alors oui, il y a une vocation à soigner les gens. On est tous prêts à prendre en charge une urgence, une vraie, quand c'est nécessaire. Mais prendre du temps pour une question de désorganisation, ce n'est pas juste. Et c'est mettre en péril la rétention de ces équipes qui va finalement finir par partir tôt ou tard.
Deuxième notion, les vacations vides. C'est du TVO qui existe au planning, mais sans aucune intervention associée. Et lorsque je parle de planning, c'est ce critère qui est déterminant. En effet, on choisit le planning ajusté, généralement celui qui est issu de la réunion de régulation, à partir duquel on a figé les équipes, encore une fois, les hommes et les femmes, que l'on a prévus, que l'on a postés. On ne calcule pas les vacations vides depuis le planning institutionnel, ni depuis le planning du jour J, sinon on truande la réalité. Et vous allez voir, selon qu'on inclut ou non les vacations vides, certains taux changent radicalement. Et là, on peut se raconter une histoire très différente sur l'organisation. La vacation vide, ce n'est pas un problème d'organisation, c'est un problème de comportement et de communication. La vacation vide est tout simplement inacceptable, car très généralement évitable. Le TROV, c'est le temps productif dans la vacation. Autrement dit, c'est l'usage, et je me répète, j'insiste, c'est donc l'usage des hommes et des femmes que j'ai postés au moment durant lequel j'avais prévu de travailler avec eux. Et notez le point clé, on parle d'intervention associée à une vacation, pas physiquement dans une salle. C'est l'équipe paramédicale qui m'intéresse, pas la salle. Si un chirurgien a travaillé dans différentes salles avec la même équipe, il convient de toutes les inclure dans le calcul. Sinon, vous punissez une équipe qui a bougé de salle pour des raisons parfaitement légitimes et vous fabriquez des retards fictifs, des temps d'interpation inexistants, des fins précoces farfelues. Là, on arrive à un point qui crée énormément de malentendus, l'activité hors vacation. Dans notre vocabulaire, elle regroupe deux choses, les débordements et le hors TVO. Et dans les deux cas, tout se joue sur deux règles, enchaînement et association. Et on prendra le temps d'expliquer ces notions tout à l'heure. Hors TVO veut plus ou moins dire le chien n'a pas travaillé pour cette intervention avec l'équipe qui lui était affectée, qui lui était associée au programme. Pour ces deux notions, le débordement et le hors TVO, les critères d'équipe paramède et le délai de prise en charge dans la continuité du programme ou non sont déterminants. Débordement. Il y a le débordement avant, après et pendant le TVO. Débordement, ça veut dire on sort de la plage, mais dans la continuité du programme. Et la règle opérationnelle à retenir, elle est très simple. Si l'enchaînement est inférieur à 45 minutes, on est dans le débordement après TVO. Overbooking, autre piège classique. Deux interventions rattachées à la même vacation qui se chevauchent, souvent parce que ça opère en parallèle dans deux salles. Le hors TVO. Soit on n'a pas de vacation associée, soit on est à distance du programme, donc l'enchaînement est supérieur à 45 minutes. Et dans nos termes, ça recouvre les interventions orphelines et celles de permanence des soins. Donc si vous mélangez débordement et hors TVO, vous ne racontez pas la même histoire. Et vous n'allez pas chercher les mêmes leviers. Je le dis franchement, une donnée approximative, c'est pire que pas de données, parce que ça oriente l'organisation vers de fausses pistes. Sans association correcte, on peut créer des retards fictifs, masquer des fins précoces, inverser des diagnostics. Et au final, les décisions se bloquent parce que personne ne s'accorde. Et on formule comme on l'a validé. Donc si on associe mal une intervention, c'est-à-dire si on ne l'attribue pas à la bonne équipe, à savoir le chirurgien et surtout l'équipe paramédicale mobilisée sur le patient, on déforme la réalité. On finit par piloter sur une histoire plutôt que sur ce qui s'est réellement passé. Donc là, on a posé le socle. TVO, vacation vide, TROV, activité hors vacation et surtout la règle de Blaze. Sans association fiable, on fabrique des contresens. On va faire un focus sur cette question d'association qui est la seule permettant de garantir la fiabilité et qui se base sur les notions clés que nous venons de regarder. Pour qu'un chef devienne cru, on a des exigences minimales. Elles sont simples. Exhaustivité, chronologie, chevauchement. Et donc j'en ajoute une qui est indispensable, l'association des interventions délocalisées. Je le dis tout de suite, si l'association n'est pas fiable, vous pouvez avoir les meilleurs tableaux, vous tirerez les mauvaises conclusions. Pourquoi l'association est critique? Parce qu'elle conditionne à qui et à quelle vacation on attribue l'activité. Et si on associe mal, on peut arriver à des contresens violents. On croit voir des trous, des retards, des fins précoces, alors que l'activité a été faite simplement pas au bon endroit dans la donnée. Donc on va aller voir maintenant dans Performance Block comment est-ce que cela peut se traduire. Je vais me connecter. Et donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais intégrer des données pour une période donnée.
je vais m'intéresser à l'hôpital du Sud sur le bloc central et je vais prendre pour l'exemple la période de mai 2025. Je crée un jeu de données que j'appelle webinar 45 et je crée le données. Un cartouche va apparaître normalement qui m'indique que je suis en train d'intégrer 24 lignes différentes, ce qui correspond à 24 interventions, un petit bloc opératoire moyen. J'arrive, comme je vous le disais, sur une première page de contrôle des données, donc contrôle des erreurs et vérification des atypies, sur lequel j'ai regardé les problèmes d'exhaustivité, de chronologie et de chevauchement. Dans Performance Block, j'ai un système expert, certains appelleraient ça de l'IA. Il s'agit finalement en fait d'un système algorithmique, des calculs qui vont me permettre de définir des calculs précis pour comprendre les heures manquantes pour le cas précis, exhaustivité, donc heures manquantes ou opérateurs manquants. Ici, l'heure sortie n'apparaît pas, l'opérateur n'apparaît pas. Mon système expert me propose une heure théorique de 10h15. Je garde toutefois la main dessus. Si jamais j'estime que c'était 10h16, je peux modifier. Et de la même façon ici, ça me propose un opérateur, le docteur Calmin. J'enregistre la modification. Rien de bien sorcier. Après, j'ai les problèmes de chronologie. C'est une erreur qui est souvent liée au paramétrage de votre logiciel de bloc ou votre DPI, qui ne rend pas bloquant des champs en fait farfelus. Ici, j'ai une heure d'entrée à 10h21, incision à 10h41, heure de fermeture 11h34, heure de sortie 11h16. L'heure de fermeture ici est erronée. Je récupère mes cahiers de bloc, j'ai l'information issue d'une infirmière ou j'ai noté quelque part, peu importe. L'heure de fermeture était 10h54, je corrige et j'enregistre. J'arrive désormais sur un point un peu plus particulier qui concerne les chevauchements. C'est ce qui apparaît ici en jaune. J'ai une intervention qui finit à 16h04 quand une autre commence à 16h. Donc cela signifierait que durant 4 minutes, j'ai 2 patients dans la même salle. Donc c'est pas possible. Pour le cas précis, je vais avoir deux erreurs qui peuvent être crédibles. Soit une erreur de top, j'ai inversé. Fermeture à 16h, enfin sortie du patient à 16h et entrée du patient suivant à 16h04, j'aurais interverti. Ou alors un travail de régulation effectué par le cadre au bloc opératoire sur la journée. Et là, le cadre a vu que la salle 4 était disponible et armée, que j'avais eu l'activité auparavant, que j'ai un créneau qui est disponible pour pouvoir inciser. Et donc finalement, je vais demander à mon chirurgien non pas de rester en salle 3, mais d'aller en salle 4. Et donc il va falloir pouvoir interpréter, comme je vous le racontais, cette intervention délocalisée de 16 heures en salle 4 et non plus en salle 3, de pouvoir la rattacher à l'équipe paramédicale qui a réalisé l'intervention. Donc une fois que j'ai fait ça, je vais m'occuper de saisir des plannings. Je vais appliquer dans mon établissement des plannings pairs et impairs. Et donc là, on va travailler sur la notion d'association des interventions que j'évoque depuis tout à l'heure. Et de regarder justement qu'est-ce qui se passe sur les notions de TROV, de TVO, d'association, de hors TVO. Donc c'est en train de charger tranquillement. Je vais aller sur mon planning de la semaine 5. Et dans un premier temps, je vais regarder uniquement les vacations. Donc ce que j'avais prévu durant ma réunion de régulation. Donc ce n'est pas ici le planning institutionnel, ni le planning à J0, c'est le planning plus ou moins à J-7 ou à J-10 suivant les établissements. J'ai une demi-vacation de 8h à 14h en salle 1, donc d'urologie. J'ai de l'urgence de 15h à 18h. Deux demi-vacations d'ortho par chirurgien, donc escande puis fourreau, donc 8h, 13h30, puis 13h30, 18h. Une vacation complète d'ortho en salle 3, réan 4, réan 5. Et une demi-vacation d'ophtalmo de 13h à 17h en salle 6. Et donc on va regarder les interventions en phase de tout ça. Donc la première chose, j'ai regardé un cas assez simpliste mais assez révélateur du fonctionnement en fait de l'association des interventions et de ce que vos logiciels ne sont pas capables de calculer. Donc là on est sur une journée fixe. Comprenez bien que votre logiciel ne va pas regarder journée par journée, votre logiciel va prendre les données hebdomadaires ou mensuelles et tout faire mouliner d'un coup. Donc il ne va pas être capable de regarder les points particuliers par journée. Nous, notre système expert va permettre d'identifier et de regarder journée par journée ce qui se passe pour faire le travail d'association, donc d'intégrer les interventions délocalisées à la bonne vacation.
Je regarde la salle 2. Salle 2, 8h à 13h30, j'ai le docteur Escande qui a une vacation. Donc théoriquement, il aurait dû travailler en fait sur ce créneau-là. En face de cette salle 2, je vois intervention, je vois qu'il n'y a rien du tout. Donc vous, votre logiciel de bloc, votre tableau Excel, votre solution de BI généraliste, enfin tout ce que vous pouvez utiliser, va faire le calcul simplement en prenant comme premier critère discriminatoire la salle puis l'opérateur. Et sauf qu'en fait, là, il va calculer 0% d'occupation pour le docteur Escande. Et donc moi, mon système, quand je vais sur la vacation, il va foncer les associations, donc foncer les interventions rattachées à cette vacation. Et finalement, dans la vraie vie, on se rend compte que le docteur Escande n'a pas travaillé en salle 2 comme c'était prévu, mais il a travaillé en salle 4. Et donc on passe d'un 0% d'occupation de sa vacation à un chiffre qui n'est pas forcément excellent, qui est aux alentours de 64-65% d'occupation de cette vacation. Nous, ce qui nous intéresse, encore une fois, c'est l'équipe paramédicale qui a réalisé l'intervention. La salle m'intéresse finalement uniquement dans un second temps. Ce qui m'intéresse en priorité, c'est de savoir l'équipe paramédicale qui a travaillé avec le docteur Escande. Et donc là, pour le coup, toute l'équipe était en salle 4. Escande plus son IA de sa circulante, enfin toute l'équipe qui était associée, ils étaient là. Donc ça, c'est le premier point, plutôt simple et facile. On va prendre désormais la vacation d'ortho de salle 3. De la même manière, quand on fait le calcul, on voit qu'il y a une vacation qui va de 8h à 17h. Et en face de tout ça, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 interventions. Donc, votre système va faire un calcul en disant que l'ortho a un retard de 8h21. Donc il a commencé la journée très tardivement. Qu'il y a des temps d'interpellation honnêtes de façon générale entre la première et la deuxième intervention. Pause déjeuner de 12h39 à 13h15 a priori. Ça enchaîne plutôt bien entre la troisième et la quatrième. Et ici à 17h, on voit que j'ai du débordement parce qu'effectivement, j'ai moins de 45 minutes entre la fin de vacation et l'intervention qui suit. Et donc celle-là sera calculée dans le taux de débordement par exemple. Sauf que dans la vraie vie, tout à l'heure on a vu ici l'intervention de 16h qui a été délocalisée en salle 4. Donc cette intervention-là, il faut être capable de la rattacher. Auquel cas, on a l'impression que de 16h04 à 17h, voilà, on a 56 minutes de temps interpatient. Sauf qu'en fait, non. Là, le docteur Bay, qui travaillait pour la spécialité ortho, a fait son intervention, non pas en salle 3, mais en salle 4. Et encore une fois, ce qui nous intéresse, c'est de savoir l'équipe paramédicale qui était associée à la spécialité, qui a réalisé l'intervention. Et donc là, pour le coup, il va falloir intégrer cette intervention-là. Et donc, encore une fois, notre système expert va rattacher l'ensemble des interventions délocalisées à la bonne vacation. Donc, j'ai cette intervention à 16h, mais j'ai également l'intervention de 7h. On peut très bien imaginer que la salle à 7h n'était pas encore armée, parce qu'on a quand même commencé de manière extrêmement précoce, et que finalement, on a fait le choix de travailler dans la salle 1, qui, elle, était déjà armée. Et en plus, on voit que l'URO n'a pas fait l'intervention, donc eux sont sur de la vacation vide. Donc, l'intervention de 7h n'est pas à calculer sur la vacation d'urologie, auquel cas en fait on biaiserait les chiffres, on dirait qu'il a un taux d'occupation aux alentours de 30%, alors que l'uro est sur 0% vacation vide. Donc finalement, la première en salle 1 est intégrée, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, pas de problème, c'est rattaché directement. La sixième à 16h doit être rattachée, et celle-là également. Petit point particulier sur l'intervention de 14h20. 14h20, on voit que c'est le docteur Escande qui a réalisé l'intervention. Ici, j'ai un liseré rouge pour me signifier que c'est une intervention qui est faite en urgence. Donc Escande, on voit que voilà, il devait travailler en salle 2, il a tout fait en salle 4, et il a fini son programme à 13h25, plutôt que 13h30, donc 5 minutes de fin précoce, quelque chose de tout à fait contenu, maîtrisé, ça me va bien. Et donc ici, c'est là qu'on va se poser les questions. Est-ce qu'on est sur du débordement? Est-ce qu'on est sur du hors TVO? Est-ce qu'on est donc le hors TVO? Est-ce que c'est du hors TVO orphelin? Est-ce que c'est du hors TVO de garde? Le hors TVO orphelin signifierait que j'ai travaillé avec l'équipe d'un de mes collègues. Le hors TVO de garde signifie que j'ai fait venir une équipe de garde pour prendre en charge cette activité. Ou alors, est-ce que c'est rattaché à la vacation d'urgence par ici? Donc là, on voit qu'il y a plus de 45 minutes entre la fin de la vacation à 13h30 et l'intervention. Il s'est passé 50 minutes. Ça n'empêche pas qu'on pourrait se poser la question, est-ce que c'est la même équipe paramédicale qui a suivi le chirurgien? Si c'est le cas, on va devoir éditer et rattacher au docteur Escande. Et donc cette intervention de 14h20 pourrait tout à fait être intégrée en tant que débordement, même si l'enchaînement est supérieur à 45 minutes.
Encore une fois, ce qui nous intéresse, c'est l'équipe paramédicale qui a suivi. Est-ce que finalement c'est l'équipe de garde qui est venue? Parce qu'en fait, on voit que la vacation d'urgence commence à 15 heures et que là, l'intervention a lieu à 14h20. Donc 40 minutes en amont de l'ouverture de la vacation d'urgence. Donc si c'est une équipe de garde qui a réalisé l'intervention, il va falloir l'associer en tant que hors TVO de garde. Mais sinon, nous, par défaut, le système expert associe cette intervention d'urgence avec la vacation d'urgence, même si on a commencé en amont. Là, on considère qu'il y a eu du débordement avant TVO. Donc là, moi, je n'ai pas la réalité exacte de ce qui s'est passé. Mon système expert spécule, et en fait, moi, en finalité, je vais devoir me poser la question, et j'aurai la main pour choisir s'il s'agit d'une vacation rattachée effectivement à l'urgence non dédiée, est-ce que c'est du TVO orphelin ou est-ce que c'est du TVO de garde? C'est tous ces points particuliers qui vont faire que finalement, vous aurez la possibilité de garantir des données tout à fait exactes. Voilà pour le point méthodologique sur la plateforme. Donc, moi, j'ai la certitude que vos données sont inexactes. Je peux en fait, vous le prouver à travers l'analyse d'un mois de votre activité, en intégrant vos recueils et vos plannings, et en faisant avec vous l'exercice que je viens de vous montrer en fait à l'instant sur la plateforme. Donc, on regarde dans un premier temps les atypies, donc chevauchement, exhaustivité, chronologie, on les corrige, et on repart avec une donnée qui est crue afin de pouvoir trancher en fait vos questions et vos décisions. Et donc, bien entendu, qu'il faut faire également l'association des interventions, sans quoi on aura toujours des données qui sont erronées. Donc si jamais vous souhaitez faire donc, ce CPV, ce coup pour voir, une preuve de concept à travers l'analyse d'un mois d'activité, eh bien, n'hésitez pas à le demander en m'appelant au 06 84 09 17 70 ou en m'écrivant sur charlet.chauvin@datamento.com. Voilà, donc maintenant qu'on a une donnée fiable, on peut faire ce que tout le monde veut faire trop tôt, à savoir lire les indicateurs. Et lire correctement, ça commence par éviter les décisions sur une journée. Donc on passe dans un premier temps sur les indicateurs de tendance. Les indicateurs de tendance, là on ne va pas chercher un bon chiffre, on cherche un signal. Les indicateurs de tendance sont des volumes et des mix. Le nombre d'interventions, les temps d'intervention, les volumes d'urgence versus PDS, l'ambulatoire versus hospitalisation, durée moyenne entre incision et fermeture, enfin, on a différentes choses. Donc on mesure le nombre d'interventions ou des heures d'intervention. Et la règle, elle est simple, on ne les montre jamais tout seul. Un indicateur tendance doit être comparatif par rapport donc à une période, à d'autres spécialités ou à une cible par exemple. Sinon, ça va juste devenir un chiffre un peu sympa et on va repartir avec zéro décision. La tendance, c'est un signal. Mais pour qu'un signal devienne une décision, il nous faut une méthode de lecture. Et donc pourquoi est-ce qu'on regarde les indicateurs de tendance pour commencer? Parce que mon objectif, c'est ce que je viens de noter, c'est pas forcément d'être le champion du monde du taux d'occupation. L'objectif d'un établissement, d'un cadre, d'un DG, c'est de pouvoir prendre en charge le plus de patients possible dans les meilleures conditions. Et finalement, le taux d'occupation, c'est juste une mesure d'un moyen qui permet d'atteindre le standard de votre volume d'activité. Donc on regarde d'abord sur mon case mix, est-ce que j'avais prévu par exemple de faire 60 interventions sur la première semaine. Est-ce que je suis à 50? Est-ce que je suis à 70? Si je suis à 60, c'est parfait. Si je suis à 50, je n'ai pas atteint mon objectif. Et donc, on verra par la suite si c'est un problème d'organisation, si c'est un problème en fait de désorganisation, si c'est un problème de processus, etc. etc. Je vous invite à avoir un peu de discipline pour lire vos indicateurs de tendance, mais également les autres. Mais pour les indicateurs de tendance, c'est plutôt pertinent d'aller sur cette lecture-là dès le début. On va chercher à savoir si on est au niveau, on va chercher à savoir pourquoi ça bouge, on va chercher à savoir si c'est durable, on va chercher à savoir où agir en priorité, et on va chercher à savoir si notre action a fonctionné, si la décision qu'on a prise le mois dernier a fonctionné par exemple. Et donc si votre rapport ou votre slide ne répond pas à ça, c'est normal que la réunion dérive. Donc vous allez pouvoir utiliser des mises en perspective et en particulier des cibles. Et donc les cibles toutes faites sont dangereuses quand elles sont lues sans contexte. Donc un taux, un chiffre, un nombre peut sembler bon et masquer une organisation inefficiente. Donc la règle pratique, quand vous citez un chiffre, vous devez immédiatement préciser ce que vous mesurez réellement, ce que vous ne mesurez pas et avec quel désorganisateur vous confirmez le diagnostic. À savoir donc les taux d'occupation des vacations, les 3 indicateurs clés qu'on verra par la suite, les retards, les fins précoces, les temps à patient, les redemandements par exemple. Et donc justement,
On va arriver sur les 3 indicateurs clés, la boussole avec le TAR, TOV, TAV, donc le taux d'activité ressources, le taux d'occupation des vacations et le taux d'activité en vacation. L'idée, elle est simple, en 30 secondes, vous avez une orientation, ensuite seulement, vous allez dans le détail. Et je précise, on ne les lit pas séparément, ils décrivent 3 angles complémentaires, ressources, occupation de l'offre et transformation en activité. Le taux d'activité ressources, c'est la question capacitaire. Ai-je assez d'équipes pour réaliser l'activité que je veux faire? Il compare l'activité clinique hors permanence des soins à l'offre, donc au TVO. La lecture, elle est simple. Au-dessus de 100%, le système est en tension. On tire sur les RH et ça finit souvent en heures supplémentaires ou en ressources supplémentaires. En dessous de 100%, l'offre semble plus large que la programmation. Il y a donc du potentiel d'activité. Le TOV, le taux d'occupation des vacations, quelque chose que vous connaissez plus ou moins dans l'idée, mais qui est certainement mal calculé chez vous. Donc le taux d'occupation des vacations, c'est l'utilisation des heures ouvertes. Donc les heures réellement utilisées comparées aux heures ouvertes, au TVO. Et la lecture, elle est très cadrée. On se concentre sur la borne officielle de mise à disposition de l'équipe. C'est ce que je montrais tout à l'heure, avec des vacations qui allaient de 8h à 18h par exemple. On fait le calcul uniquement de ce qu'il y a entre cette borne, 8h et 18h pour mon exemple. Si le taux d'occupation des vacations est bas, le référentiel est clair. On va d'abord regarder retard de première entrée, fin précoce, vacations en ville, puis les temps interpatients. Et on rappelle, le taux d'occupation des vacations déclenche l'analyse. Il n'explique pas tout seul. Le taux d'activité en vacation, c'est la part de l'activité réalisée à l'intérieur de la vacation. Est-ce que l'activité se déroule dans la plage prévue? Il symbolise les débordements et il se lie avec le taux d'occupation des vacations. Et là, la lecture, très utile, c'est un taux d'occupation des vacations qui est excellent avec un taux d'activité en vacation qui est inférieur à 100%. Ça suggère une activité qui déborde malgré une bonne occupation. Donc on questionne l'ordonnancement ou le dimensionnement de l'offre. J'ai un graphique pour expliquer peut-être un peu plus simplement que ce que je viens d'évoquer à l'oral. Donc là, j'ai mes 3 indicateurs clés qui sont présents. Donc comme je vous le disais, on regarde l'offre. Donc l'offre, c'est le TVO qui va, pour mon exemple, de 8h à 18h. J'ai 10 heures d'offre de vacation. Et encore une fois, ça veut dire que j'ai 10 heures d'hommes, de femmes, d'infirmiers, d'infirmières qui sont mis à la disposition de mon chirurgien pour réaliser une activité. Et en face de ça, je vais comparer toutes les interventions qui ont été réalisées avec cette équipe. Et donc, je vais prendre en considération ce qui a pu se passer avant la borne, après la borne, et en overbooking, ou même en hors TVO, le cas échéant. Donc là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 interventions qui représentent 13 heures d'intervention. Donc je compare 13 heures d'intervention avec 10 heures idéales de temps offert à mon chirurgien d'équipe RH. Donc ce qui fait que j'ai un taux d'activité ressources de 130%. Donc j'ai réalisé 3 heures d'intervention en plus que ce qui était prévu. Donc on pourrait se dire que c'est une bonne nouvelle, sauf qu'en fait non, j'ai utilisé 3 heures en plus mes équipes paramédicales que ce qui était prévu. Donc on a une première alerte là-dessus. Le deuxième calcul, c'est le taux d'occupation des vacations. Encore une fois, j'ai ma borne en bleu, mon offre, que je vais comparer avec le temps réel d'occupation de vacation. Et ce temps réel d'occupation de vacation va exclure volontairement le débordement avant, le débordement après TVO et également l'overbooking. Donc je vais uniquement comparer ce qui est en gris foncé, encore une fois, le temps réel d'occupation de vacation avec mon offre. Et donc là, je vais comparer 8h30 d'activité, d'usage de mes équipes paramédicales, de mes infirmiers et de mes infirmières, avec 10 heures de potentiel. Ce qui fait un taux d'occupation de vacation de 85%. Et donc là, j'ai envie de dire que je suis champion du monde parce qu'en fait, c'est la cible que la NAP me demande d'atteindre. Donc en fait, on pourrait croire qu'on est déjà excellent. Sauf qu'en fait, non, on pondère déjà, on sait qu'on a un taux d'activité ressources de 130%. Donc là, je suis en train de me dire, en regardant juste ces 2 indicateurs-là, ok, je travaille correctement dans ma borne, mais je déborde. Donc ça veut dire que j'ai besoin de potentiel RH, de potentiel d'activité en plus, a priori. Et donc ça, c'est confirmé avec le taux d'activité en vacation. Est-ce que j'ai travaillé au bon moment? Donc je compare uniquement le TROV, ce qui est en gris, avec l'ensemble de mes interventions, ce qui fait 8h30 de temps réel d'occupation de vacation, recoupé avec 13 heures d'intervention totale. Donc 65% de mon activité a été faite au moment qui était prévu. J'ai fait 65% de mon activité quand j'avais mes RH qui étaient à disposition entre 8h et 18h. Donc 35% de cette activité a été faite par une équipe qui ne devait pas forcément être là et qui a été présente pour me rendre service finalement. Et là, je sais que je suis en train de tirer sur la corde
auprès de cette équipe et je risque de l'absentéisme, du burn-out, de l'arrêt maladie. Je risque tout simplement d'user mes équipes paramédicales. Voilà pour la petite explication méthodologique supplémentaire. On peut retravailler ça ensemble si vous le souhaitez par la suite. Donc une fois qu'on a ça, on a différentes interprétations pratiques que je vais passer en fait en revue très très rapidement. Comme je vous le disais, je dois regarder mes 3 indicateurs ensemble pour les mettre en perspective et avoir un diagnostic clair, un regard qui m'alerte assez rapidement. Si j'ai un taux d'activité ressources élevé, un taux d'occupation des vacations faible et un taux d'activité en vacations faible, c'est que j'ai une sous-offre et du débordement. Si mon taux d'activité ressources est faible, mais que j'ai un bon taux d'occupation des vacations et un beau taux d'activité en vacations, j'ai une suroffre probable. On a certainement ouvert trop large ou au mauvais endroit. Si j'ai un faible taux d'occupation des vacations, mais un taux d'activité en vacations élevé, gaspillage de l'offre. Un beau taux d'occupation de vacation et un faible taux d'activité en vacation, je finis certainement hors plage de façon récurrente. Si mon taux d'activité ressources est pas loin de 100%, que j'ai un faible taux d'occupation des vacations et un faible taux d'activité en vacation, j'ai bien dimensionné, j'ai en fait le volume RH nécessaire, mais par contre mon organisation est fragile, je ne travaille pas au bon moment. Taux d'activité ressources élevé, taux d'occupation élevé, taux d'activité en vacation faible, et l'offre utilisée correctement, mais par contre en fait j'ai beaucoup de débordements, donc j'ai besoin de temps RH supplémentaire. Le taux d'activité ressources est faible, le taux d'occupation des vacations est faible, et le taux d'activité en vacation est faible. Voilà, je suis bon nulle part, j'ai trop dimensionné et je travaille pas très bien en fait dans ma borne en plus. Donc là pour le coup, c'est ce qui me coûte le plus cher dans mon établissement. Voilà. Donc je suis allé un petit peu vite là-dessus. Je vous inviterai à reprendre en fait ces notions calmement les unes après les autres au regard de votre activité. Donc, dernière mise en garde. Un taux global peut être stratégique, mais insuffisant pour agir. Donc il agrège trop de choses. Il faut avoir un petit peu de discipline. À chaque indicateur, vous fixez un périmètre, un niveau. Donc ce niveau, c'est au global, ou alors par spécialité, par salle, par vacation. Vous avez un responsable de lecture et un levier d'action possible. Sinon, le chiffre, ça devient juste un objet de débat. Et donc, on va passer des 3 indicateurs clés aux indicateurs de processus. Donc, ma boussole, taux d'activité ressources, taux d'occupation des vacations, taux d'activité en vacation, pour diagnostiquer vite. Et la suite logique, c'est le forage. Quand le trio, c'est ce qu'on a vu à l'instant avec les différents cas pratiques, quand le trio pointe un problème d'organisation, on descend dans les indicateurs de processus, donc les temps productifs, les débordements, puis dans les tops de production. On va commencer avec les temps productifs. Donc, c'est assez simple, ce sont les plages de TVO qui ne se transforment pas en temps productif. Je n'avais pas inventé grand-chose. Et surtout, on les analyse finement, parce qu'ils ne renvoient pas aux mêmes causes ni aux mêmes leviers. Dit autrement, le temps productif, c'est pas un diagnostic, c'est juste une famille d'indicateurs. Donc, j'ai mes 3 classiques, démarrage tardif, interpatient et fin précoce. Démarrage tardif, c'est le retard entre l'heure théorique de début de vacation et l'entrée en salle de la première intervention associée. Le temps interpatient, c'est le temps cumulé entre 2 interventions d'une même vacation, de la fin du bio-nettoyage du patient N à l'entrée en salle du patient N+1, peu importe la salle. La fin précoce, c'est le temps entre la sortie de salle de la dernière intervention associée et l'heure de la fin de vacation. Et donc, point important, si une vacation déborde, bien entendu que je ne peux pas avoir de fin précoce. La NAP nous invite à avoir des cibles ou des seuils de 5%, donc 5% de démarrage tardif, 5% de terre impatience, 5% de fin précoce, ce qui me permet d'atteindre le fameux 85% d'occupation des vacations. Je trouve ça assez légitime de fixer une cible ou un seuil à 5% de fin précoce. C'est assez compliqué de pouvoir finir parfaitement à l'heure, donc un peu en fin précoce ou un peu en débordement. Rien de bien contrariant là-dessus. Démarrage tardif 5%, j'ai du mal en fait à comprendre cette cible ou ce seuil à 5%. Pour le coup, si on doit commencer à 8 heures, commençons à 8 heures, d'autant plus que le calcul est fait sur l'entrée en salle du patient et non pas sur l'arrivée du chirurgien. Donc ça devrait être assez légitime de pouvoir faire en sorte que le patient soit à 8 heures pétantes dans la salle. Temps interpatient, 5%, voilà, 5% je vais dire maximum. On peut légitimement arriver sur 2 à 3% en termes de cible. Donc 5% serait pour moi un seuil. Donc vacation vide, l'improductif administratif. Donc les vacations vides, c'est un temps improductif très particulier. L'offre, elle est là, mais on n'a aucune intervention qui est associée. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure avec l'urologie en salle 1. On voyait qu'il n'y avait pas du tout d'intervention
réalisé par l'équipe qui était postée. Il y avait une intervention qui était faite sur la salle où était prévu l'euro, mais ce n'était pas l'équipe qui a travaillé. Et donc sur les vacations vides, le constat il est très clair, c'est juste inacceptable sur le long terme. Donc là, il faut suivre aussi bien les volumes en heures, parce qu'un fort taux pourrait représenter peu de temps si le TVO est faible. Donc comparez bien en fait le volume d'heures et le pourcentage pour savoir s'il y a lieu de s'inquiéter ou pas. Débordement avant, après et overbooking. Débordement avant TVO, on commence donc avant la plage. Débordement après, on finit après. Mais encore une fois, dans la continuité du programme, bien nettoyage inclus, avec un enchaînement qui est inférieur à 45 minutes. C'est la règle. Overbooking, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, en fait, avec deux interventions qui se chevauchent finalement, mais qui ne sont pas réalisées dans la même salle. Deux interventions rattachées à la même vacation, dans deux salles donc différentes. Et donc le débordement TVO, c'est l'ensemble de ces trois phases, avant, après, plus overbooking. Et donc là, je vous rappelle la règle des 45 minutes, c'est vraiment votre garde-fou. Si on est dans la continuité du programme, donc inférieur à 45 minutes, on parle de débordement. Et donc si et seulement si, c'est la même équipe. Parce que c'est ce qu'il faut regarder. Il peut y avoir un enchaînement inférieur à 45 minutes, mais finalement on va se rendre compte que c'est une équipe d'astreinte, de garde, ou l'équipe d'une autre vacation qui a réalisé l'intervention. Donc voilà, la règle en fait veut que généralement quand c'est inférieur à 45 minutes, c'est l'équipe qui suit, mais à vérifier quand même en fait pour chacun de ces cas de figure. Et donc si on est à distance supérieure à 45 minutes, là on va basculer théoriquement sur du hors TVO. Mais encore une fois, ce qui nous intéresse véritablement, c'est de savoir quelle équipe paramédicale a réalisé le geste opératoire. Et donc si on ne sépare pas les deux, ben, on finit par se battre sur des mots au lieu de décider. Donc là, je fais un point rapide de priorisation parce que c'est important. Les indicateurs de production qu'on va regarder maintenant, ils sont très puissants. Mais ils ne sont pas forcément prioritaires pour un cadre de bloc, surtout si votre établissement n'a pas un accès fiable au top entre l'entrée et la sortie du patient. Dans ce cas, ne sautez pas les étapes. Commencez par verrouiller la base qui permet de piloter l'orga au quotidien, à savoir les tendances, les trois indicateurs clés, donc taux d'activité ressources, taux d'occupation des vacations, taux d'activité en vacation, puis les temps productifs et les débordements. C'est avec ces indicateurs-là que vous allez récupérer le plus vite de la capacité et de la décision. Les indicateurs de production, eux, ils vont devenir très intéressants quand on veut discuter au plus près de l'acte, pour un chef de service ou pour un anesthésiste par exemple. Donc loin d'être inintéressant, mais peut-être à voir dans un second temps, le temps que vous ayez des taux d'activité ressources, taux d'occupation des vacations et taux d'activité en vacation, nickel. Donc le socle, on va rester volontairement simple et standard. On a 5 tops, entrée en salle, induction, incision, fermeture et sortie de salle. Et donc un top tout seul, il sert à rien. Si vous avez en fait le top d'induction, vous en ferez rien si vous n'avez pas mis en perspective du temps du top entrée en salle du patient. Ce qui compte, ce sont les durées entre deux tops. Et donc avec ces 5 tops, on reconstruit une chronologie qui est simple et on peut regarder les segments de prise en charge. On peut généralement organiser la lecture en 3 blocs. Avant incision, donc entrée en salle, induction, incision. Le deuxième bloc, ce serait le temps opératoire, donc entre l'incision du patient et sa fermeture. Et enfin, la fin de prise en charge en salle, donc entre la fermeture et la sortie de salle du patient. Ensuite seulement, on compare par spécialité, par type d'acte, par équipe, mais uniquement si la donnée est fiable. Donc ces tops de production, ils sont peut-être encore plus sensibles que le reste. Donc s'il y a un seul top qui est manquant ou incohérent, c'est toute la chaîne qui devient totalement inutilisable. Donc si vous n'êtes pas certain de tous les tops à l'intérieur de votre borne, excluez dans un premier temps l'analyse. 3 règles simples pour utiliser ces indicateurs proprement. Donc tout d'abord un périmètre stable, les mêmes règles et les mêmes définitions. Une lecture comparative, donc période contre période, équipe contre équipe, mais jamais un chiffre tout seul. Et enfin, relier la production et l'organisation. Si l'organisation se dégrade, la production en salle va le refléter et inversement. On arrive à la fin de cet atelier et donc je vais vous proposer une rapide synthèse. Donc, d'abord, on s'aligne sur les définitions et les périmètres. TVO, vacation vide, TROV, activité en vacation, débordement. Voilà, et surtout la règle, la continuité du programme. Enchaînement inférieur à 45 minutes, c'est du débordement. Si c'est à distance, donc à plus de 45 minutes, on est normalement sur du hors TVO. Deuxième point, la donnée. Avant de décider, on doit pouvoir dire les chiffres sont-ils crus. Et le point critique, c'est l'association. Si on associe mal, on déforme la réalité. On pilote une histoire.
Et donc le troisième point, on ne saute pas les étapes. Pour un cadre de bloc, la priorité opérationnelle, c'est tendance, puis très rapidement les trois indicateurs clés. Le taux d'activité ressources, le taux d'occupation des vacations, le taux d'activité en vacation, puis les temps improductifs et les débordements. Les indicateurs de production à partir des tops deviennent très utiles quand on discute au plus près de l'acte, notamment chef de service et anesthésiste, à condition d'avoir des tops qui sont fiables. Hop, on a fini avec notre atelier du jour. Et donc ce que je vous propose, c'est de produire donc, notre preuve de concept sur votre établissement, donc le coût pour voir, qui consiste à analyser un mois de votre activité sur la base de vos données. Donc là, étant déjà arrivé en février, on pourrait très bien analyser le mois de janvier ensemble et donc faire tout le travail de correction ensemble, donc les atypies, mais également donc, les erreurs que vous pourriez avoir sur les différents tops, et de faire l'association des interventions délocalisées afin de produire des chiffres qui sont justes et de montrer en fait la différence que cela peut amener pour des prises de décision concrètes sur votre bloc opératoire et des prises de décision beaucoup plus rythmées. Donc pour ce faire, vous pouvez me contacter sur charlet.chauvin@datameto.com ou m'appeler au 06 84 09 17 70. C'était tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup.